Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 4, Les survivantes. Deuxième partie. Durant leur perquisition, les fonctionnaires de police descendaient au sous-sol. Sur une table était posée une boîte en carton qui contenait des phallus artificiels en bois et caoutchouc, des pinces à linge en bois, une boîte d'épingles, des aiguilles à tricoter, des pinces de divers types, un entonnoir, des épingles à nourrice, un réchaud de camping à gaz, un tournevis dont le bout était brûlé, une pince à charbon, un transformateur 220 volts, 2 tubes de vaseline, 2 rouleaux de sparadrap, une boîte de boules Kies et divers autres objets. On a fait le papier aussitôt. Gérard Delorme, rédacteur en chef à Lyon Républicaine. Pour nous, c'était une affaire qui a fait la une. Quand on découvre ce sujet, c'est juste affreux, c'est totalement improbable. Philippe Thuru, ancien journaliste à Lyon Républicaine. Et ça va venir un peu peser dans le panier des tristesses du département de Lyon. Pour recruter leurs clients, en fait, Claude et Monique Dunant font passer plusieurs petites annonces dans un journal lyonnais qui s'appelle Le Club Amour, où Monique écrit « Venez me fouetter, venez me torturer, je suis à votre disposition, vous pourrez faire ce que vous voulez ». Et en plus, elle a adjoint à ses textes des photos où on la voit, elle, soit en train de se faire fouetter, soit étant attachée à une croix de Saint-André. Le 23 janvier 1984, le couple Dunant est placé en garde à vue. J'ai été appelé dans le cadre de la garde à vue de la famille Dunant à examiner Monsieur Dunant et Madame Dunant. Je m'appelle Jean-Pierre Lausier, j'ai été médecin légiste à Auxerre de 1980 à 2017. Monsieur Dunant, qui était un homme, on va dire en apparence normale, mais comme c'est souvent le cas pour des gens qui ont des perversions, ils ne vont pas l'étaler au grand jour. Je dirais intelligence moyenne, normale, on est dans les standards. C'est pas un type particulièrement brillant, d'après ce que j'en ai vu, mais c'est pas non plus un type handicapé. Il mène une vie professionnelle bien, a priori, puisqu'il est embauché dans une entreprise locale et qui fait son boulot correctement et il a un poste à responsabilité. Ses parents étaient universitaires, il était issu d'une famille plutôt aisée. C'est un personnage plutôt convivial, plutôt bien habillé. Il a été tour à tour veilleur de nuit, il a travaillé dans un garage. Au moment des faits, il travaille pour une entreprise de surgelés. Il avait fait différents métiers, il intervenait dans des radios locales. C'était un amateur de jazz, par exemple, et il a notamment celle de Migène, Radio Triage. Un monsieur extrêmement sérieux. Alain Vincent, cofondateur de Radio Triage. Grand, belle stature, avec des lunettes, qui est venu frapper à la porte en disant « Voilà, je voudrais faire une émission de jazz le dimanche après-midi, de 2 heures. » On dit « Pourquoi pas ?» De temps en temps, il venait avec son épouse. Là, on a un témoignage assez étonnant qui est celui d'un des membres de la radio qui s'appelle Jean-Pierre Chaubard, qui lui aussi travaille à cette radio de Migène, cette radio libre de Migène, et qui nous raconte qu'effectivement, un soir, Claude Dunant l'invite à dîner avec sa femme. 1982. Après le déjeuner, Claude Dunant propose une partie fine à Jean-Pierre et sa femme. Il refuse et tente de partir. Mais les chiens loups de Claude, stationnés devant la porte et agressifs, les en empêchent. Après 1 heure de discussion intense, Jean-Pierre et sa femme forcent leur sortie. Jean-Pierre Chaubard et sa femme vont quand même réussir à sortir, mais par contre, ils n'iront pas voir la police, ils vont garder ça pour eux, rentrer chez eux, et là encore, rien ne se passera. Il est resté une saison, c'est-à-dire une saison, c'est septembre-juin, quoi. Et puis en juin, il nous a annoncé qu'il quittait notre radio à la demande de Jean-Pierre Soisson, qui était du même parti politique que lui, pour rejoindre Radio Cadet-Roussel.
la radio d'Auxerre qu'il avait créée. En janvier 1984, Monique Dunant raconte son histoire à son avocat. Quand je vais voir Monique Dunant à la prison... Bernard Revest, avocat de Monique Dunant. Je suis assez surpris de voir que cette femme, dont un certain nombre de journaux disaient que c'était un monstre, était à la fois usée et abîmée en réalité. Bon, elle m'a expliqué son histoire, elle m'a expliqué sa vie. Monique, c'est quelqu'un qui va se prostituer, par exemple à Auxerre, lorsqu'elle habite à Appoigny, elle passe une partie de ses soirées sur les bords de l'Yonne à se prostituer. Dans un premier temps, c'est donc elle, Monique, qui subit les sévices de Claude. Elle va raconter qu'elle a été elle-même victime des mêmes sévices ou à peu près que les deux jeunes filles qui étaient enfermées dans sa maison. Et elle va effectivement me montrer des cicatrices qui corroborent ses dires. Elle me montre les cicatrices et puis elle me dit, ça m'a beaucoup frappé aussi. Mais il m'a même crucifié avec la langue. Bon, j'ai dit, Madame Dunant, oui, bon, d'accord, hein, bon. Elle me dit, mais si, regardez, elle a pris sa langue, elle a tiré la langue, et elle m'a montré la cicatrice dans sa langue, hein, c'était pas un piercing. Hein. Et elle m'a dit, il m'a un jour crucifié sur une planche avec la langue. Bon, tout ça pour dire que cette femme, elle a été victime d'elle-même, de lui et d'elle-même. Moi, je pense qu'on est dans un couple pervers, typiquement, avec une relation sadomasochiste. Et puis, Madame Dunant, vieillissante, peut-être lassée de ce qu'elle subissait, et a essayé effectivement de faire dévier son mari sur d'autres personnes, et elles ont eu l'opportunité d'embaucher, entre guillemets, une jeune fille qui sortait de la DAS, qui n'avait donc que très peu d'attaches, et en tout cas pas de gens qui risquaient de s'inquiéter d'elle rapidement, et qui a pris la place de Madame Dunant, avec quand même visiblement une augmentation dans la fréquence et la sévérité des sévices. À l'issue de leur garde à vue, Claude et Monique Dunant sont incarcérés. Il n'y avait même pas d'enquête, puisque l'affaire était résolue quasiment d'entrée. Les coupables étaient connus, c'est les complices qui n'étaient pas connus. Il fallait trouver les personnes qui venaient régulièrement fréquenter ces lieux sordides. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast coproduit par Initial Studio et Amda Productions, adapté de la série documentaire éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Alix Martineau.